BFM Business, BFM Crypto, le club. BFM Crypto, le club, comme tous les jours sur BFM Business, aux alentours de 16h35, avec aujourd'hui deux de nos invités, Raphaël Bloch, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale. Bonjour. Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous. Adli Takal Bataille également, qui est avec nous, président du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital. Et puis comme hier, on a le plaisir d'accueillir Amaury de Tonquédec, qui travaille avec nous sur cette émission BFM Bourse et qui va nous apporter son expertise dans un instant sur tout l'écosystème. Juste avant, on va parler avec vous, petite revue de presse, comme tous les jours, Raphaël, avec ce baromètre intéressant qui a été publié par Deloitte et CoinHouse sur le Web3 et puis surtout son adoption par les entreprises et surtout les grandes entreprises. Ouais, exactement. Alors bon, c'est une première. On a eu par le passé un seul baromètre, étude sur finalement les entreprises et le Web3. C'était l'année dernière, KPMG avec l'ADAN, donc l'Association pour le développement des actifs numériques. Et cette année, alors ils vont refaire leur étude, mais CoinHouse a fait également une étude avec Deloitte. Donc les résultats sont sortis ce matin. C'est un échantillon d'à peu près une petite centaine d'entreprises. Il y a des petites entreprises et des grandes entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment les entreprises crypto, j'allais dire plébiscitent plutôt, que ce soit pour les paiements, pour l'investissement, les crypto-monnaies et également tout ce qui est NFT, métavers. Là où c'est intéressant, c'est aussi de voir qu'ils ont sondé des entreprises qui ne sont pas dans cet univers. Et là, pour le coup, les résultats sont assez surprenants parce que même si l'échantillon est petit, mine de rien, la tendance est assez impressionnante. Pour vous donner une idée, il y a donc 40% des entreprises interrogées, donc ce qui fait à peu près 60 entreprises traditionnelles qui voudraient investir ou ont déjà investi dans les crypto-monnaies. Sur les NFT, on est à 35% d'entreprises qui ont déjà travaillé sur des projets de NFT. Sur le métavers, pareil, on sent qu'il y a un appétit. Il y a peut-être un point sur lequel on les sent beaucoup plus frileuses, c'est finalement tout ce qui est usage au quotidien, donc paiement, que ce soit pour finalement du local ou même les paiements transfrontaliers. Là, c'est moins utilisé. Mais donc voilà, c'est intéressant. Clairement, l'échantillon n'est pas encore assez important pour qu'on ait vraiment une idée de ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des chiffres qui progressent parce qu'il y a 2-3 ans, je pense qu'on n'aurait pas obtenu de tels chiffres concernant les entreprises. Des chiffres assez forts quand même, Amaury, quand on voit qu'un peu plus de 40% des entreprises traditionnelles interrogées ont déjà investi dans la crypto. Après, en effet, à relativiser parce qu'on est sur une petite base. Mais c'est quand même... une petite base. Et puis il faut aussi voir peut-être les volumes. Est-ce qu'on est sur quelques milliers d'euros ou des millions? Ça, on ne le sait pas. Mais surtout qu'il y a deux choses différentes, si je comprends bien. Il y a à la fois les entreprises qui investissent une partie de leur trésorerie, comme on peut le faire Tesla ou MicroStrategy, et à la fois il y a effectivement l'usage. Dans ces deux choses-là, est-ce que l'usage a progressé autant que cet investissement de trésorerie, ou alors on est vraiment sur deux choses différentes? Est-ce qu'on est sur des usages concrets et est-ce qu'on est sur des investissements conséquents d'une manière générale, où ça reste un peu timide, Juste très rapidement, et je te laisse la parole. Clairement, ce qu'on observe, en tout cas sur la base de ces chiffres, c'est qu'il y a un décalage assez important entre finalement l'usage donc des crypto-monnaies et effectivement ce qu'elles représentent. Alors, est-ce que le contexte joue? Ça, c'est aussi peut-être une question. Mais effectivement, c'est davantage de l'investissement donc, pour de la trésorerie ou pour tout bêtement se dire on va commencer un peu à tester, voir ce que ça donne en termes de rendement, des choses comme ça, si ce sont des entreprises financières. Donc voilà, mais il y a clairement un écart entre effectivement l'usage et la dimension investissement des cryptos. Oui, allez-y, pardon. On peut aussi se poser la question de qu'est-ce qui est en prod et qu'est-ce qui est pas encore déployé chez les entreprises. Parce que si je me souviens bien, déjà il y a 4 ans ou 5 ans, il y avait, je crois, 90% du CAC 40 qui avait fait des expérimentations. Est-ce qu'on est de l'ordre de l'expérimentation ou est-ce qu'on est de l'ordre... Effectivement, il y avait déjà des chiffres... les chiffres étaient déjà assez forts en termes d'expérimentation. Alors, est-ce qu'on est sur l'usage ou... C'est vrai. Après, je me souviens de cette époque, il y avait aussi un peu de ce qu'on appelle du wishful thinking. On aimait bien tous se dire, toutes les entreprises du CAC 40 travaillent, alors qu'en réalité, il y a peut-être une ou deux personnes qui poussaient en interne. Clairement, aujourd'hui, on sait que beaucoup de grands groupes ont des practices, des petites équipes qui travaillent sur ces sujets. Alors, elles appellent équipe crypto, Web3. En tout cas, il y en a beaucoup plus qu'il y a 3-4 ans. Et effectivement, là, ça reste du déclaratif. On n'est pas allé juger sur pièce et sur place. Mais la tendance est là. Et effectivement, on voit qu'il y a une nette accélération. Et des offres de recrutement.
Exactement. J'ai vu passer quelque chose pour Pernod Ricard, là, je crois, récemment. Ouais, tout à fait. Enfin, il y a pas mal d'entreprises dont on ne se doute pas forcément qu'elles s'y intéressent. Non, tout à fait, notamment dans le retail. Messieurs, on est encore ensemble pendant un gros 10 minutes et on va se poser une question, c'est-à-dire est-ce que dans ces temps instables, on en parle tous les jours à l'antenne, risque de récession ou pas, on en parlait encore le mois dernier, les risques qu'il y avait par rapport au secteur bancaire, notamment aux États-Unis, dans les banques régionales. Est-ce que la transparence de Bitcoin et des crypto-monnaies est une épée Damoclès dans ces temps instables? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, Amaury. C'est ça, je crois que c'est Adli qui voulait nous parler de ça aujourd'hui. Voilà, Adli, pour vous, Bitcoin est trop souvent considéré à tort comme un protocole de paiement qui offre de l'anonymat. Pour vous, qu'est-ce qui lui vaut cette réputation? Ce qui lui vaut cette réputation, c'est qu'il a été utilisé en effet pour se protéger d'une certaine traçabilité à une époque qui est maintenant clairement révolue parce que les flux Bitcoin peuvent être plus ou moins tracés. Bien sûr, c'est pas non plus facile, mais ça va l'être de plus en plus, surtout avec les progrès en intelligence artificielle et ce genre de choses. Donc, ce qui m'a fait penser à cette question, c'est dans la lettre annuelle de JP Morgan, Jamie Dimon qui proposait de saisir des terres pour faire des fermes solaires et des éoliennes. Et c'est vrai qu'avec le climat tendu actuel sur l'énergie, sur les sujets géopolitiques, sur la dédollarisation en cours, tout ce genre de choses, on peut se poser la question de est-ce qu'on a vraiment envie de savoir, est-ce qu'on a envie d'avoir une certaine transparence des actifs dans la période actuelle? Parce que, mine de rien, les États, en cas de gros pépins, peuvent saisir. Où on peut être visé parce que y a beaucoup de gens dans la rue ou un conflit ou ce genre de choses. Donc finalement, est-ce que cette transparence qui fait aussi la beauté de Bitcoin n'est pas une épée de Damoclès dans le sens où ça pourrait créer des dangers? Donc pour répondre plus précisément à la question initialement posée, l'anonymat n'est pas réel dans Bitcoin. Alors oui, justement, par rapport à ça, pour vous, Bitcoin et les cryptos, c'est quoi? C'est quelque chose de transparent, d'anonyme, de pseudonyme? Comment on pourrait c'est pseudonyme. C'est pseudonyme. J'ai envie de dire, là, c'est encore discret. Et je pense qu'on pourra arriver à une période où c'est pas discret. On peut se protéger. Il y a des moyens d'essayer de se protéger de ce qu'on appelle des mixeurs qui permettent de. On en a beaucoup parlé l'été dernier. Qui permettent de cacher des transactions et de cacher l'origine de transactions. Tornado Cash, par exemple. Oui, Tornado Cash, qui est une affaire assez dingue aussi, parce que c'est la première fois qu'on met plus ou moins un développeur en prison pour un contrat du code qui s'exécute tout seul. C'est-à-dire que lui n'a pas, c'est assez tragique. Il n'a pas utilisé, on ne sait même pas s'il a utilisé son service entre guillemets. Donc on a des mixeurs, on a Tornado Cash étant pour Ethereum, pas pour Bitcoin, mais il y a des mixeurs qui permettent de cacher un peu les transactions, mais par défaut, en tout cas. Pour l'instant, c'est pas le format choisi, et c'est une question dont s'est emparé finalement les États et les régulateurs rapidement. Parce qu'il y a déjà pas mal de plateformes d'échange qui refusent les cryptos qui, elles, sont anonymes. Parce qu'on pourrait avoir des standards anonymes, finalement. Mais je suis d'accord avec toi sur la dimension anonymat, mais parce qu'en réalité, c'est pas tellement du côté du réseau que les choses vont se jouer, c'est-à-dire que tout soit lisible, ça on le sait depuis le départ, et puis finalement, ça va se vérifier au fur et à mesure. En réalité, la vraie question, elle va être du côté de l'humain, dans sa capacité à effectivement faire des opérations de manière transparente, mais tout en dissimulant justement son identité. Ouais. Et c'est là où il y a un enjeu qui est considérable, c'est comment réussir à dissocier l'identité en fait du détenteur du wallet et des cryptos de tout le réseau qui va être lui beaucoup plus simple à lire, et ce qui de fait est une bonne chose, comme effectivement vous l'avez très bien dit sur les banques, on n'arrête pas d'en parler, quand il y a une tension sur le système bancaire, on est juste incapable de savoir où se situent les contreparties, où est le problème, la zone de tension, et donc de ce point de vue là ça va, moi je pense, apporter pas mal de choses positives. Après tout l'enjeu est de réussir à dissocier effectivement le détenteur de tout ce qui se passe sur le réseau. Et justement, avec Bitcoin, on voit que pour la majorité des gens, c'est trop compliqué de réussir à protéger sa vie privée. Donc, on a vu arriver des cryptos comme Zcash ou Monero pour essayer de protéger ces flux financiers, c'est-à-dire que ce soit plus anonyme. Mais il y a aussi un autre outil qui a été créé récemment, qui est NIM Protocol, qui est encore plus complet que ces cryptos-là, comme Zcash ou Monero. Raphaël, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors,
c'est toujours compliqué de dire que c'est un outil qui est plus complet ou meilleur. Enfin, je veux dire, en général. Surtout que c'est une couche qui est un peu en bas. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est un peu plus infra, mais de fait, effectivement, ça fait maintenant quelques années qu'on entend beaucoup parler de Monero Zcash. Sans rentrer dans les détails, Monero est peut-être aujourd'hui quand même ce qu'il y a de plus intéressant en termes de protection, de l'anonymat. Après, voilà, il y a NIM. NIM, la particularité de ce système, et nous, on a pas mal bossé dessus dans The Big Whale, c'est qu'il utilise la technologie, donc c'est un réseau en propre, ils utilisent le MixNet, et en fait, le MixNet, c'est une technologie qui permet tout simplement en fait, de créer des informations, des transactions. On va en faire des paquets, on va les envoyer sur le réseau, sauf que on va utiliser plein de petits artefacts pour en fait brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre la même trajectoire tout au long du réseau, en fait, on va mélanger les paquets. On va aussi mettre sur le réseau des paquets qui sont vides d'informations. Donc en gros, on va rendre quasiment illisible le réseau pour quelqu'un qui voudrait décoder. Oui, les pistes à chaque fois qu'on Exactement. Et donc c'est ça qui est très intéressant. Alors cette technologie, elle n'est pas nouvelle, hein, elle a 40 ans. Enfin, le MixNet, c'est ça les années 80. David Chaum, un chercheur qui l'a inventé. Et effectivement, il y a NIM, ce protocole qui est basé en Suisse. Alors, ils ont levé plusieurs centaines de millions de dollars. Enfin, plutôt, ils ont ça en termes de commitment. Aujourd'hui, ils ont déjà 50 millions de dollars. Et effectivement, Chelsea Manning et d'autres personnalités très engagées sur ces questions-là soutiennent le projet. Et c'est très intéressant de voir que il y a des protocoles qui se montent parce qu'on sait très bien qu'on va avoir des besoins hyper important en termes d'anonymat. Mais je crois que ce qui est intéressant justement avec ce type de protocole, c'est que c'est pas seulement des flux financiers. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des messages, des informations. Tout à fait. Ce qui n'est pas forcément le cas des vidéos, photos. Anime, c'est de l'information. Voilà, c'est exactement. Ouais, c'est ça. Non, pardon. Ouais, c'est évidemment de l'information. Alors après, demain, on pourra peut-être aussi s'envoyer des transactions financières, mais aujourd'hui, c'est vraiment très utile. C'est pas pour rien que Chelsea Manning est dedans, c'est tout ce qui est communication de données sensibles. Mais quand on parle avec eux, ils ont aussi pour ambition de finalement juste nous permettre d'envoyer, tous les quatre, qu'on s'envoie des messages sans que personne ne puisse remonter la source et capter le message. Je crois qu'ils parlaient même d'inobservabilité, je crois. Ouais. Après, effectivement, on peut utiliser n'importe quel terme pour le qualifier, mais c'est un outil très intéressant et un projet qu'il faut suivre, surtout qu'il est quand même basé en Europe. Et que personne n'a rien à se reprocher, ne jamais oublier. Et en termes d'usage, ça pourrait donner quoi? C'est-à-dire que demain, on a des entreprises qui pourraient s'échanger sur un deal, ils pourraient s'échanger des informations confidentielles en termes d'usage aujourd'hui. Oui, alors c'est ce qu'on pourrait envisager, mais par exemple, je me retourne vers Adli, typiquement sur les marchés financiers, on sait aussi qu'à l'inverse, il est interdit d'utiliser ce type. On sait que les traders, WhatsApp est interdit. Voilà, on n'a pas le droit d'utiliser en fait des messageries qui ne seraient pas consultables. Donc, ça pose aussi toutes ces questions. Effectivement, là, on a plus une réaction sur liberté publique, liberté de pouvoir échanger. Mais malheureusement pour les entreprises, ça va pas être simple. Parce que quand on est dans des secteurs réglementés, on ne peut pas utiliser n'importe quel type de messagerie. Donc voilà, c'est un point. Mais du coup, est-ce que le rôle de base principal des cryptos, c'est-à-dire de protéger l'anonymat ou la traçabilité, est-ce que ce rôle-là est menacé du coup par ce genre de... C'est là où c'est pas forcément le rôle de base des cryptos. Voilà. Enfin, il y a plusieurs manières de le voir en tout cas. Il y en a pour qui c'est le rôle de base, c'est d'aider à la discrétion, on va dire. C'est ce qu'a fait Bitcoin, c'est discret. C'est pas anonyme, mais c'est discret. C'est-à-dire c'est ça qui est compliqué. Et incensurable, comme on l'a vu avec Snowden. Oui, voilà. C'est surtout incensurable et accessible. Ça, et accessible par tous, sans censure également dans l'accès et dans l'envoi et dans la conservation. C'est ça vraiment la force de Bitcoin. Après, l'aspect vie privée est quand même une des considérations depuis le début, parce que c'est des communautés qui sont des communautés dans la cryptographie, et donc les chercheurs en cryptographie et les cypherpunks sont quand même souvent concernés par la vie privée. C'est même ceux qui ont inventé le concept de confidentialité, on va dire numérique en quelque sorte. Donc il y a vraiment un plaidoyer pour la confidentialité, parce que c'est considéré par ces gens-là comme une des libertés fondamentales essentielles, et que ne pas l'avoir devient extrêmement dangereux. Et surtout la force, c'est qu'ils l'ont perçu dans les années 80-90, que la société de l'information dans laquelle on allait vivre allait potentiellement pouvoir devenir un panoptique sur nos données, et donc qu'il y ait des risques, en quelque sorte, de contrôle par les États ou par des grandes corporations, et qu'il était important de réussir à masquer nos données. Et les données de paiement sont quand même extrêmement importantes, parce qu'on peut facilement tracer finalement le soutien que va faire quelqu'un
à n'importe quelle partie s'il donne. On peut tracer ses habitudes. On peut le mettre dans l'embarras si il fait des achats qui sont entre guillemets considérés moralement comme mauvais ou autres. Donc on a un impact entre guillemets quand on connaît la dépense des personnes. Raphaël Bloch, il nous reste 1 minute. Oui, non, mais effectivement, là-dessus, on a souvent tendance en fait à vouloir, j'allais dire, attribuer à Bitcoin toutes les vertus, c'est-à-dire l'anonymat, l'incensurabilité, réserve de valeur. Voilà, il y a plein de choses. Et à un moment donné, effectivement, il faut choisir. Alors, on sait que ça dépend aussi des zones géographiques, c'est-à-dire qu'en fonction de là où on habite, ça va plutôt être une manière de se protéger contre l'inflation. D'autres où on ne peut pas librement s'exprimer, ça va être incensurabilité. Moi, je pense qu'à un moment donné, Bitcoin ne pourra pas tout avoir et qu'effectivement, là, on a plus l'impression qu'on prend le chemin de tout ce qui est réserve de valeur. En surcouche. Voilà, peut-être en surcouche, mais ce sera intéressant de savoir, effectivement, et dans les 10 années qui viennent, on va voir comment on le définit plus précisément. Et on suivra bien sûr tout cela avec vous, Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale. D'ailleurs, vous relayez toutes ces informations sur votre média en ligne. Et puis Adli Takal-Bataille qui nous accompagnait également cet après-midi, président du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital. Et puis Amaury Tonquédec également qui nous accompagnait dans ce débat.